Donc, je vais faire aujourd'hui le dernier cours de cette année qui portait sur une revue des expériences d'électrodynamique quantique en cavité, essentiellement les expériences que nous avons réalisées à l'École normale supérieure. Et aujourd'hui, je voudrais généraliser un peu mon propos et passer en revue des expériences analogues par bien des aspects qui ont été réalisés soit sur des ions piégés, et je parlerai principalement des expériences qui ont été menées par David Wineland au NIST, aux États-Unis, à Boulder, soit sur des expériences faites avec des atomes artificiels, ce qu'on appelle l'électrodynamique des circuits, dans lesquels les atomes sont remplacés par des circuits contenant une ou plusieurs jonctions Josephson et qui possèdent des niveaux d'énergie discrets et qui peuvent être décrits comme des atomes. J'essaierai de vous montrer, c'est deux domaines, physique des ions piégés et physique des circuits supraconducteurs, sont des domaines extrêmement actifs de la recherche actuellement dans le monde, des dizaines de groupes dans chacun de ces deux thèmes qui travaillent, avec comme but essayer de faire de l'information quantique, essayer de se servir de ces systèmes pour trouver des méthodes de communication, de calcul ou de mesures précises de métrologie exploitant les phénomènes quantiques pour gagner en sensibilité, en précision, en puissance. Donc, je pourrais passer beaucoup de temps et en fait plusieurs cours sur ces différents thèmes. Ce sont des thèmes que j'ai d'ailleurs en partie abordés au cours des années antérieures. Par exemple, l'étude des circuits Josephson, je l'ai fait au cours de l'année 2010-2011. Vous avez eu, pour ceux d'entre vous qui ont suivi le séminaire de la semaine dernière, une revue de ces effets dans le séminaire d'Andreas Wallraff. Donc, je me contenterai aujourd'hui d'insister sur les aspects qui relient ces différents domaines, qui montrent qu'avec des technologies très différentes, l'électrodynamique quantique en cavité que j'ai décrite dans les leçons antérieures, la physique des ions piégés, l'électrodynamique des circuits, utilisent des concepts identiques et souvent font des expériences qui sont calquées, qui peuvent être traduites d'une technologie à l'autre de façon assez précise. Donc je vais commencer par parler de la physique des ions piégés et pour l'illustrer, je vous montre ici un ensemble de 5 ions beryllium dans un piège du NIST, dans le groupe de Dave Boylan à Boulder. Donc vous voyez les dimensions, ça c'est 200 microns, un jeu d'électrodes qui permet par une combinaison de forces électriques et de champs de radiofréquence de maintenir les ions à l'intérieur du piège, et ces ions sont disposés de façon régulière. En effet, ils sont attirés au centre du piège et ils se repoussent sous l'effet des forces de Coulomb, et ça crée une structure ordonnée des ions. Et toute la physique va consister à manipuler ces ions à l'aide de faisceaux laser. Le fait qu'on les voit comme des petits points brillants ici est dû au fait qu'ils diffusent, ils sont éclairés par un laser résonant, et sur un cycle de pompage, sur une transition fermée, ils absorbent et réémettent avec un taux très rapide, de l'ordre de 10 puissance 8 photons par seconde, la lumière du laser, et donc on peut les voir avec un dispositif de microscope. Et en fait, chaque tâche que vous voyez ici est beaucoup plus grande, évidemment, que la fonction d'onde de l'ion. C'est la tâche de diffraction. Elle est de l'ordre de la longueur d'onde du rayonnement. Et c'est une limitation optique, bien entendu. Les atomes eux-mêmes ont une dimension beaucoup, beaucoup plus petite que ces tâches. Alors, quel est le type de physique qu'on a pu faire avec ces ions ? Je vais d'abord vous parler des sauts quantiques. C'est une expérience qui est, dans son principe, très simple. Vous avez ici, ça, c'est les niveaux d'énergie qui vont nous intéresser dans le spectre de l'ion mercure une fois ionisé. Vous avez une transition entre l'état fondamental et un état excité qui tombe dans le domaine ultraviolet, 194 nanomètres, et on éclaire avec un laser sur une transition fermée, et on a un cycle d'absorption et de réémission, et on regarde la lumière de fluorescence sur cette transition. L'ion se trouve à l'intérieur du piège qui est formé par cette configuration d'électrodes. Simultanément, on peut exciter l'ion sur une transition entre le niveau S et le niveau D en faisant la spectroscopie de l'ion, en balayant la fréquence de ce laser. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que lorsque le laser va exciter les atomes du niveau S vers le niveau D, les atomes ne seront plus dans le niveau S à partir duquel les cycles d'absorption et de fluorescence peuvent se produire, et la lumière de fluorescence que l'on détecte va être interrompue.
en fait, lorsqu'on effectue l'expérience, on voit que chaque passage de l'atome de S vers D correspond à une interruption brutale de la fluorescence qui est rétablie à l'instant ultérieur lorsque l'atome retombe à l'état S et qu'il peut à nouveau être introduit dans ce cycle d'absorption d'émission et de fluorescence. Alors ce signal télégraphique peut paraître simple et maintenant il est rentré, si j'ose dire, dans l'intuition physique que les gens ont de ce phénomène, mais à l'époque, lorsque l'expérience a été faite dans le groupe de Dave Wineland en 1986, il y avait une grande controverse. On se posait beaucoup de questions, savoir est-ce qu'il y a vraiment des sauts quantiques. Et en fait, le papier que j'ai cité au début du cours, le papier de Schrödinger, dans lequel il dit que ces expériences ne seront jamais réalisables, s'appelait Are they quantum jumps? C'est-à-dire que c'était vraiment le titre du papier, se posait la question. Et la raison est assez simple. Si vous décrivez la physique quantique par l'équation de Schrödinger, l'équation de Schrödinger est une équation qui décrit des phénomènes continus. C'est une équation différentielle qui montre que le système, la fonction d'onde du système, évolue de façon continue, qu'il n'y a pas de saut quantique dans l'évolution de la fonction d'onde. Mais ce que décrit en fait la fonction d'onde, ce sont les propriétés statistiques d'un système. C'est-à-dire qu'elle décrit comment évolue la probabilité de trouver le système, ou plutôt les amplitudes de probabilité en fonction du temps, et ces amplitudes de probabilité évoluent de façon continue. Jusqu'aux expériences des années 80 sur les ions uniques, on effectue des expériences sur des échantillons contenant un très grand nombre de particules. Et à ce moment-là, la description des phénomènes était statistique et on voyait l'évolution moyenne de la probabilité qui, elle, était parfaitement continue. La question qui se pose ici, c'est qu'est-ce qui se passe si on travaille sur une réalisation unique de l'expérience et non pas sur un ensemble? Et maintenant, le résultat nous paraît évident, mais à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui pensaient qu'il n'y avait pas de saut quantique et que lorsqu'on allait brancher ce laser, on allait observer une variation continue, une décroissance continue du signal de fluorescence, comme l'oscillation de Rabi. Le fait que la population de l'état S décroît comme une sinusoïde allait indiquer que le signal de fluorescence allait varier de façon sinusoïdale et continue. Et c'était une conception erronée de la physique quantique. En fait, sur une réalisation isolée du système, l'atome n'a pas le choix, il doit sauter d'un niveau à l'autre, et il le fait à un instant aléatoire. Simplement, ceci n'a de sens que si on cherche à savoir dans quel niveau le système est, qu'on fait une expérience et qu'on le mesure. Et pour mesurer, il faut coupler notre système à un appareil de mesure. Dans notre cas, l'appareil de mesure, c'est ce laser qui fait effectuer au système des oscillations. Et ce laser auquel on couple le système, c'est lui qui va créer cette irréversibilité. C'est lui qui va être l'appareil de mesure qui va finalement projeter le système soit dans l'état S, soit dans l'état D. Et on a ici exactement la même physique que la physique que je décrivais sur le mode de l'oscillateur dans nos expériences d'électrodynamique en cavité, ou également sur une réalisation unique de l'expérience, on observe des sauts quantiques entre les états correspondant à des nombres de photons différents. Donc ici, ce signal-là a été vraiment un signal historique, et malheureusement je n'ai pas le film, mais en regardant à travers un microscope, on voit cet ion à l'intérieur du piège qui scintille, qui s'allume et qui s'éteint de façon aléatoire. On voit vraiment ce signal télégraphique qui manifeste ces sauts quantiques tels qu'on peut les observer quasiment à l'œil nu à travers un microscope. Alors là, j'ai parlé d'une expérience, il y a eu d'autres expériences historiques de ce genre qui ont été réalisées à la même époque. En fait, il y a 3 groupes qui ont été les premiers à voir ces sauts quantiques. Le groupe de Peter Toshek à Hambourg et le groupe de Demelt à Seattle. Et vous voyez que ces observations ont été à peu près faites au même moment. En particulier, le groupe de Toshek et le groupe de Wineland ont publié à Physical Review Letters 2 articles qui se sont succédés dans le même numéro du journal. Donc voilà l'observation des sauts quantiques. Alors, il y a 25 ans, c'était considéré comme une curiosité, mais c'est devenu depuis un instrument de mesure qui est utilisé dans toutes ces expériences d'ions. Je vous montre ici des signaux qui sont plus beaux parce qu'ils sont maintenant nettoyés du bruit de façon extraordinaire, réalisés par le groupe de Rainer Blatt à Innsbruck. Il s'agit d'ions calcium. Vous avez les 3 niveaux qui sont intéressés par cette expérience. Les cycles d'absorption et de fluorescence se font sur cette transition SP, donc j'ai oublié la longueur d'onde, mais c'est quelque part dans le proche ultraviolet ou dans le bleu. Le point important, c'est que la transition de S vers D tombe dans le rouge à 729 nanomètres. C'est une transition qui est fortement interdite puisqu'elle correspond à une transition entre des niveaux S et D.
Et donc, on va interrompre la fluorescence chaque fois que l'atome va passer de S à D, si on l'éclaire avec un laser qui fait la spectroscopie de cette transition. Et vous voyez ces sauts quantiques maintenant qui sont observés avec un très bon signal sur bruit. Chaque fois que l'atome passe de S à D, le signal de fluorescence disparaît complètement. La durée de vie du niveau D est tellement longue que souvent on n'a pas envie d'attendre le temps que l'atome retombe spontanément de S vers D, mais on peut utiliser un laser de recyclage qui ramène à un instant donné le système dans le cycle de transition. Et vous voyez que si on regarde ce signal télégraphique pendant qu'on effectue la spectroscopie autour de 729 nanomètres en balayant la fréquence du laser, on peut fabriquer un histogramme qui montre que le taux de saut quantique augmente et passe par un maximum à résonance, et on peut de cette façon-là balayer, étudier la résonance sur une transition fortement interdite. Alors souvent, on le fait en alternant les signaux de détection avec les signaux qui font la spectroscopie pour ne pas perturber l'arrêt de spectroscopie pendant qu'on par le couplage fort à l'instrument de mesure qui est le laser sur la transition SP. Donc voilà comment on détecte ces atomes, et c'est une détection qui n'est pas destructive, puisque l'atome n'est pas ionisé, il reste dans le piège, et on peut ensuite s'en servir pour faire d'autres expériences si on le veut, comme on va l'avoir dans un moment. Alors quelle est l'analogie avec l'électrodynamique quantique en cavité? Je vais essayer de le décrire de façon un peu détaillée sur ces diapositives. Notre ion, il oscille dans un potentiel harmonique, donc il oscille dans ce piège, et il y a deux niveaux d'énergie de l'ion que je vais appeler G et E, utiliser la même notation que j'utilisais en électrodynamique en cavité, qui sont deux niveaux d'énergie internes entre lesquels on va effectuer une transition. Alors il peut s'agir de deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'ion, comme dans les expériences de Dave Wineland, ou il peut s'agir d'un niveau fondamental et d'un niveau excité sur une transition optique, comme c'est le cas dans les expériences de Rainer Blatt. Mais enfin, il y a deux niveaux d'énergie de longue durée de vie entre lesquels on effectue la transition. Et on excite cet ion avec un laser. J'ai pris une configuration simple ici où le laser est dirigé dans la direction de la vibration. Donc, vous voyez, donc, ce laser excite un ion qui a des deux niveaux d'énergie interne et qui vibre dans le piège. Et le fait qu'il vibre dans le piège fait que la fréquence qu'il va avoir du laser va être affectée par l'effet Doppler. Et donc cet effet Doppler va moduler les fréquences d'absorption, les fréquences de résonance que l'ion va être capable d'absorber ou d'émettre. Alors ça, c'est une vision classique, mais ce qui va nous intéresser, c'est la vision quantique du phénomène. C'est le fait que le laser va pouvoir effectuer des transitions qui vont à la fois affecter le degré de liberté interne de l'ion et ses degrés de vibration qui sont quantifiés en termes de phonons. Alors pour décrire cela, on a un Hamiltonien très simple que j'ai écrit ici. Cet Hamiltonien a un terme qui est proportionnel à l'amplitude du laser. Oméga L, c'est la fréquence de Rabi qui est proportionnelle à l'amplitude du champ laser. Sigma plus, ça décrit l'opérateur qui va exciter l'ion du niveau G vers le niveau E, qui possède un élément de matrice non diagonale entre G et E. Et puis ici, on a des termes d'exponentiels complexes qui décrivent la modulation spatio-temporelle du champ du laser. Ce terme en est puissant, donc j'ai montré ce terme ici. Le terme en est puissance IKZ décrit simplement le fait que la phase vue par l'ion, la phase du laser, dépend de la position de l'ion dans le champ laser par l'intermédiaire du terme puissance IKZ où K est égal à 2pi sur lambda, lambda est la longueur d'onde du laser, K est le vecteur d'onde. Donc ça, c'est simplement la modulation de phase associée à la position du laser de l'ion dans le champ du laser. Z, ici, va être considéré comme une variable quantique, puisqu'on quantifie les degrés de vibration de l'ion, on va le voir dans un moment. Et enfin, le dernier terme, c'est le terme dépendant du temps, la dépendance temporelle du champ laser, et c'est lorsque cette fréquence va correspondre à une des fréquences propres du système qu'on va avoir un effet de résonance. Et enfin, on a le terme hermitien conjugué, qui va faire apparaître sigma, qui va décrire l'émission stimulée dans le champ du laser, qui est complémentaire de l'absorption. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du terme en Z? Quand on le quantifie, bien, l'opérateur position, c'est la somme d'opérateurs de création et d'annihilation de phonons, d'états propres de vibration, et Z0, qui est une longueur, c'est la fluctuation de point zéro de l'oscillateur, ce qui reste le mouvement de fluctuation qui reste dans l'état fondamental, qui fait qu'on ne peut pas définir avec précision la position de l'ion dans son état fondamental à cause d'une incertitude quantique. Alors, cette fluctuation de point zéro, ce qui est important, c'est de la comparer
à la longueur d'onde du laser, et on définit le facteur sans dimension eta kz0, 2πz0 sur lambda, qu'on appelle le paramètre de Lambdicki, et qui est en général très petit devant 1. Ça veut dire que la longueur d'onde du laser est très grande devant les incertitudes de position du laser dans son état fondamental. Vous voyez que si on se sert maintenant de ces notations et qu'on réexprime le terme de phase, ce terme de phase qui est E puissance I kz, on peut le développer en puissance de eta. Et on a un premier terme qui est 1 et un deuxième terme qui est proportionnel à A plus A croix. Alors le terme en 1 est indépendant des phonons, de l'état de vibration, et le terme dominant va donc décrire les transitions de l'état interne de l'ion à la fréquence des transitions internes de l'ion, sans affecter le nombre de phonons. Par contre, lorsqu'on va prendre le terme de premier ordre ici et le multiplier par sigma plus, on va avoir un hamiltonien de la forme sigma plus A croix, qui est de même nature que l'hamiltonien de Jaynes Cummings, qui décrit des transitions simultanées où l'ion change de niveau interne et en même temps absorbe ou émet un quantum de l'oscillateur, qui est ici un phonon. Et ces termes-là vont créer une grande analogie, vont être l'origine de l'analogie entre l'électrodynamique en cavité et la physique des ions. Alors, donc il y a deux types de transitions qui vont être utiles dans cette expérience. Les transitions sans changement du nombre de phonons, que l'on va observer lorsque le laser va être à la fréquence de la transition entre les deux niveaux de vibration de l'ion, lorsque ωL sera égal à ωeg. Et le terme qui va être important à ce moment-là dans l'hamiltonien, c'est simplement un terme qui décrit la transition de l'ion entre les deux niveaux internes plus ou moins sans effet sur les phonons. Et donc on décrit ici des transitions qui ne changent pas le nombre de phonons. Ces transitions, si on applique une impulsion du laser avec une phase et une durée, une amplitude convenable, vont correspondre à des rotations du pseudo-spin. Les niveaux E et G peuvent être associés à un spin up et un spin down, et en manipulant correctement, en déterminant correctement la phase, l'amplitude et la durée de cette impulsion laser à la fréquence qu'on appelle la fréquence de la porteuse, eh bien, on va avoir une possibilité de manipuler l'état interne de l'ion sans toucher à son état de vibration. Donc ça, c'est analogue aux impulsions micro-ondes qu'on effectue dans les zones de Ramsey à l'extérieur de la cavité, en électrodynamique en cavité. Ce sont les pulses classiques qui nous permettaient de préparer ou d'analyser l'état du pseudospin, l'état du système à deux niveaux. Alors regardons maintenant qu'est-ce qui se passe si on excite avec un laser à la fréquence ωEG plus ou moins oméga. C'est ce qu'on appelle les bandes latérales du spectre de l'ion vibrant dans le piège. Eh bien, à ce moment-là, l'hamiltonien, la partie importante de l'hamiltonien va contenir des termes de la forme sigma plus moins A croix et sigma moins plus A. Et ça, c'est des termes qui ont la même forme que ceux qu'on avait en électrodynamique quantique en cavité. Et ces termes-là vont induire des transitions sur le système qubit plus phonon, et ils vont mélanger les états internes et externes, créant entre ces états de l'intrication. Et donc, ce sont ces transitions sur les bandes latérales qui sont responsables de l'intrication et qui sont essentielles pour faire de l'information quantique. Dans le spectre du système, vous voyez ici donc les niveaux E et G et E avec 0, 1 et 2 phonons. La bande latérale bleue va exciter des transitions comme celle-ci qui changent l'état interne et ajoutent un phonon, et la bande latérale rouge va exciter des transitions en sens inverse. Et nous avons vu à la première leçon que si on éclaire l'ion avec un laser sur la bande latérale rouge, le système par pompage optique va finalement, au bout d'un grand nombre de cycles, se retrouver dans l'état de vibration fondamentale. Et donc ces lasers non seulement servent à intriquer, mais ils peuvent servir également au départ pour initialiser le système dans l'état de vibration fondamentale de l'ion. Et ce refroidissement des atomes par cette méthode, qui avait été proposée par Dehmelt et Wineland à la fin des années 70, était la méthode qu'ils utilisent pour refroidir les ions. Là, c'est une méthode de refroidissement d'un ion qui est liée à un piège, mais finalement, les méthodes de refroidissement des atomes neutres libres sont très proches dans leur principe. C'est le principe du refroidissement Doppler. Donc voilà ces rappels intéressants. Alors, pour formaliser l'analogie,
Voilà l'hamiltonien qui correspond au couplage sur la première bande latérale. En électrodynamique quantique en cavité, je vais interpréter les différents termes de cet hamiltonien, et en physique des ions piégés, je vais les interpréter aussi. Et j'en profite pour vous montrer cette petite image qui vient du groupe de Rainer Blatt. C'est un film qui montre la vibration, un mode collectif de vibration de 7 ions dans un piège. Vous montrez que sous l'effet de l'interaction coulombienne, des effets combinés de l'interaction coulombienne et de la force d'attraction du piège, eh bien, on a des vibrations collectives du système, et c'est la possibilité d'effectuer des transitions sur une bande latérale associée à cette fréquence de vibration collective qui va permettre de coupler entre eux les ions et de les faire se parler les uns aux autres dans des expériences d'intrication et de porte. Alors, voyons un petit peu les différents paramètres. En électrodynamique en cavité, grand oméga, c'est la fréquence de Rabi du vide. Les opérateurs sigma plus et sigma moins sont les opérateurs de saut atomique entre les deux niveaux de Rydberg de l'atome. Et A et A croix, ce sont les opérateurs d'annihilation et de création de photons. Pour les ions piégés, le paramètre qui remplace oméga, c'est oméga L eta. C'est la fréquence de Rabi du laser multipliée par le paramètre de Lambdicki. Sigma plus et sigma moins sont les opérateurs saut de l'ion, et A et A croix sont les opérateurs de création d'annihilation, cette fois-ci de phonons, d'état de vibration. Mais ça se ressemble beaucoup. Alors ça, c'est vraiment le cœur même de ces expériences, mais nous avons vu qu'il fallait leur associer également des expériences de manipulation des qubits, des systèmes atomiques isolés, indépendamment du couplage avec les modes de vibration ou d'oscillation. Dans le cas de l'électrodynamique en cavité, ces rotations du spin sont assurées par des champs micro-ondes classiques à l'extérieur de la cavité, qui n'agissent pas sur le champ. Et dans le cas de l'électrodynamique, dans le cas de la physique des ions piégés, ces rotations du spin sont assurées par des excitations à la fréquence de l'ion. Non plus à oméga EG plus ou moins oméga, mais on change la fréquence du laser, on se met à oméga EG, et à ce moment-là, on n'agit plus, on est découplé des degrés de vibration. Alors, pour vous montrer cette analogie, maintenant, je vais décrire des expériences comparées dans les deux domaines. Je vous avais parlé dans les leçons antérieures de l'oscillation de Rabi de l'atome, l'équivalent du spin, lorsqu'il était couplé à un état cohérent. Dans le cas de l'électrodynamique en cavité, on met l'atome dans une cavité qui contient un petit champ cohérent. Ce champ cohérent est une superposition d'états à nombre de photons différents, et la probabilité de faire basculer l'atome de E vers G ou de le laisser dans l'état E est une somme pondérée par la probabilité d'avoir n photons dans le champ des termes d'oscillation de Rabi à la fréquence oméga racine de n plus 1 lorsqu'il y a n photons dans le champ. Et donc c'est le battement de ces fréquences incommensurables entre elles qui explique qu'au bout d'un temps de l'ordre après qu'à peu près racine de n oscillations soit produite, on a un effondrement du signal, la probabilité passe la probabilité d'inversion passe à 0, c'est-à-dire qu'on a PE qui devient égal à 1,5. Et puis, si on attend n oscillations de Rabi, toutes ces oscillations se remettent en phase, on a une renaissance des oscillations, et ainsi de suite, une succession de collapses et de revivals. Et on a observé ça en électrodynamique en cavité, dans un petit champ cohérent. Voilà un signal d'oscillation de Rabi qui montre le battement entre ces différentes fréquences. Et lorsqu'on prend la transformée de Fourier, on voit les pics à la fréquence oméga, oméga racine de 2, oméga racine de 3, 2 oméga. Même expérience effectuée par le groupe de Wineland. Cette fois-ci, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent l'ion dans un état de vibration cohérent, une oscillation, un paquet d'ondes qui oscillent dans le puits, et ils couplent à ce moment-là l'ion avec un laser sur la bande latérale. Ils le font interagir pendant un certain temps, puis ils arrêtent et ils mesurent la probabilité, ils mesurent par le signal de fluorescence si l'ion est dans le niveau plus ou dans le niveau moins. Et ils recommencent un grand nombre de fois, ils reconstituent comme ça ces signaux d'oscillation de Rabi. Et vous voyez que ces signaux ressemblent beaucoup aux signaux en électrodynamique quantique, en cavité. Lorsqu'on prend la transformée de Fourier, on voit les probabilités d'avoir les différents nombres de photons et reconstitue la loi de Poisson de l'état cohérent. Et comme tout à l'heure, on avait deux papiers qui étaient publiés dans le même numéro, mais ici c'est la même chose. On a publié ces deux papiers en 1996 et ils se sont succédés à PRL. Donc voilà un premier exemple que j'avais déjà cité dans la première leçon. Je vais maintenant prendre un deuxième exemple je vais essayer de décrire relativement en détail
l'expérience du groupe de Wineland, où ils ont démontré pour la première fois à la fin de l'année 1995 une porte logique quantique. C'est un papier qui est beaucoup cité, qui a eu beaucoup d'influence et qui a été l'une des causes vraiment du grand développement de l'information quantique depuis une quinzaine d'années. Ils ont montré qu'on pouvait effectivement fabriquer une porte logique à partir du couplage de 2 degrés de liberté d'un ion. Alors, je vous rappelle le principe d'une porte quantique. Vous avez 2 bits, un bit qui va être le bit contrôle et qui peut prendre les valeurs 0 ou 1 et qui ne va pas changer au cours de l'opération, et puis un bit cible que je vais décrire pour changer un peu les notations comme étant un spin up ou un spin down, et ils vont être couplés de façon logique de la façon suivante. Ici, on a une opération unitaire que je vais appeler U, et la porte, je vais l'appeler la porte contrôle U, qui va opérer de la façon suivante. Si on est dans l'état 0, eh bien U est l'identité, il ne se passe rien sur le qubit cible, mais si le qubit contrôle est dans l'état 1, alors le qubit cible, le psi cible, va se voir opérer, va avoir l'effet de l'opération de l'opérateur U. Donc c'est une opération contrôlée par l'état du qubit contrôle qui, lui, ne change pas son état. Alors, 2 exemples de portes particulières. Si l'opérateur U et l'opérateur sigma Z, on a une porte de phase, on appelle ça une porte de phase. Alors, vous voyez que l'opération de cette porte, elle consiste en quoi? Eh bien, si elle agit, si le qubit est dans l'état 1, alors on fait agir l'opérateur sigma Z, c'est-à-dire que l'état plus reste l'état plus, et l'état moins devient moins l'état moins. C'est-à-dire qu'on a un changement simplement de phase relative entre les états plus et moins. Un autre type de porte qui est la porte qui est sans doute la plus connue, si U est égal à sigma X, on appelle ça la porte contrôle note. Et vous voyez que si le qubit contrôle est dans l'état 1, alors l'état plus devient l'état moins, et l'état moins devient l'état plus. C'est une bascule conditionnelle qui change l'état cible si le contrôle est dans l'état 1. Donc c'est ce type de portes qui sont réalisées. Et en fait, ces portes sont toutes reliées les unes aux autres. On peut montrer très simplement, et je vous le montrerai, que si vous êtes capable de fabriquer une porte de phase, alors par des opérations sur un seul qubit, vous allez pouvoir la transformer en un contrôle note. Alors essayons de décrire un petit peu comment ceci a été réalisé par le groupe de Wineland. Alors voilà les états. En fait, l'opération est effectuée sur un seul ion et les 2 qubits, le qubit contrôle, ce sont les degrés de vibration de l'ion dans l'état 0, l'état fondamental de vibration, et le premier état excité de vibration, ce sont les états 0 et 1. Et le qubit cible, ce sont 2 états internes de l'ion, que je vais appeler spin down et spin up, qui correspondent à 2 sous-niveaux Zeeman de l'état fondamental de l'ion beryllium. Je ne vais pas vous donner la structure des ions, mais on peut isoler 2 états fondamentaux que je vais appeler spin down et spin up, qui sont séparés par une fréquence hyper fine de l'ordre de 1 GHz, alors que la fréquence de vibration de l'ion est de l'ordre de quelques mégahertz. Donc cette fréquence-là est beaucoup plus petite que celle-là. Ces 2 états bleus correspondent au spin down, avec 0 et 1 phonon, et ces 2 états au spin up, avec 0 et 1 phonon. Un autre niveau va jouer un rôle dans le problème, un 3e niveau hyper fin de l'ion, dont je ne spécifierai pas la nature, mais que j'appellerai un niveau auxiliaire, parce qu'il va jouer un rôle transitoire, il va disparaître à la fin de l'opération, en présence de 0 phonon. Donc voilà la structure de niveau d'énergie qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement de cette porte. Alors, comment se fait le couplage? Le couplage qui va intriquer ces degrés de vibration avec les degrés internes. Ce couplage va se faire par une transition de type Raman, c'est-à-dire une transition qui va impliquer 2 lasers dont la différence de fréquence va permettre de passer d'un état à un autre dans ces sous-niveaux de l'état fondamental. Et la transition Raman est une transition qui passe de façon virtuelle dans l'état excité, c'est-à-dire que
la fréquence de ce laser n'est pas résonante pour passer dans l'état excité, donc le système passe virtuellement dans l'état excité, et le second laser permet de conserver l'énergie en le ramenant dans un état final. Donc pour faire de l'effet Raman, on excite l'ion avec 2 lasers. C'est une complication mais qui ne va pas être essentielle dans le problème. Et on fait une excitation Raman sur une bande latérale, c'est-à-dire que vous voyez que ce qui se passe ici, c'est qu'on passe de l'état où il y a 1 degré de vibration et on finit dans un état où il y en a 0. Donc on excite sur la transition vers le niveau auxiliaire une raie Raman qui enlève un quantum de vibration dans le système. Et donc il va intriquer transitoirement les degrés de liberté interne avec les degrés de vibration. Qu'est-ce qu'on détecte? On détecte sur une transition qui part du spin qui est dans l'état moins, qui nous porte dans un état excité différent de P3,5, et c'est un cycle on excite avec un laser à cette fréquence-là lorsqu'on veut détecter, et on détecte les photons de fluorescence, donc on sait si on obtient un signal que le spin est dans l'état moins. Si par contre le spin est dans l'état plus ou dans l'état auxiliaire, on n'a pas de signal. Donc on a une façon de discriminer les états du système. Alors, pour faire la porte, on va associer cette impulsion Raman sur la bande latérale avec 2 impulsions sur la porteuse. Qu'est-ce que c'est que la porteuse? La porteuse, c'est une transition Raman qui ne va pas changer le degré de vibration. C'est-à-dire que si on part de l'état 1 moins, on va aller à l'état 1 plus, et si on part de l'état 0 moins, on va arriver à l'état 0 plus. Et cette transition, ces 2 pulses sont sur une transition différente. Vous voyez qu'elles couplent l'état moins à l'état plus, alors que l'autre transition couplait l'état plus à l'état auxiliaire. Donc, à partir de là, on peut comprendre très facilement ce qui se passe. Que fait ce pulse 2pi? Que fait ce pulse Raman sur la transition auxiliaire? On lui donne la longueur qu'il faut pour qu'il fasse en fait une impulsion 2pi. Donc, le système passe de l'état 1 plus à l'état 0 auxiliaire, et puis il revient à l'état 1 plus, puisqu'il fait un cycle complet. Mais il revient à l'état 1 plus avec le signe moins dans la fonction d'onde, parce que vous savez qu'une oscillation 2pi, de Rabi 2pi, correspond à un changement de la phase de la fonction d'onde du système. Et vous voyez que l'état auxiliaire, en fait, n'est apparu que transitoirement. Le système ne reste jamais dans l'état auxiliaire. L'état auxiliaire joue simplement un rôle de catalyseur pour nous permettre de faire des opérations, mais il disparaît in fine. Et donc cette opération a simplement changé 1 plus en moins 1 plus. Donc pour cela, il faut d'une part que l'état de vibration soit l'état 1 et que le spin passe de l'état plus à l'état moins plus. Et vous voyez que ceci, ça réalise une porte de phase. Il y a 3 états qui ne sont pas affectés. 0 moins reste 0 moins, 1 moins reste 1 moins, 0 plus reste 0 plus, mais 1 plus devient moins 1 plus. Et ça, c'est à un signe près la porte contrôle sigma z. En fait, c'est moins sigma z dans ce cas, mais ça, c'est simplement une question de notation, parce que c'est l'état, dans notre cas, c'est l'état plus qui change de phase et pas l'état moins. Mais c'est la même chose. Alors, vous voyez que si maintenant vous associez à cette porte de contrôle sigma z 2 rotations du qubit, vous allez pouvoir la transformer en une porte sigma x. Et ceci, je le montre en bas de cette diapositive. Ce qu'on a réalisé, c'est la porte moins sigma z, c'est-à-dire l'action de l'opérateur moins sigma z conditionnée au fait que le qubit contrôle est dans l'état 1. Alors supposez maintenant que vous ajoutez sur le qubit cible 2 rotations, l'opération e puissance moins ipi sigma y sur 4 et e puissance ipi sigma y sur 4. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez en fait transformer sigma z en un opérateur qui est tourné d'une rotation de pi sur 2 autour de l'axe OY. Et si vous faites tourner sigma z de pi sur 2 autour de Y, vous tombez sur sigma x. Alors je l'ai résumé ici, c'est une algèbre très simple sur les matrices de Pauli. Moins sigma z pris entre ces 2 opérateurs donne sigma x. Donc finalement, si vous faites ces opérations, vous fabriquez la porte contrôle note. Alors vous voyez que ce que vous devez faire, vous commencez par appliquer sur la porteuse une transition Raman qui fait une rotation de pi sur 2, puis vous appliquez la rotation de 2pi sur cette transition vers l'état auxiliaire, puis vous faites à nouveau une rotation pi sur 2 sur la transition Raman porteuse, et vous fabriquez ainsi une porte qui fait basculer le
qubit cible uniquement s'il y a un phonon dans la vibration de l'ion. Alors je vais maintenant, il y a une très grande analogie avec la porte C-note que je vous ai décrit il y a 2 leçons en électrodynamique quantique en cavité, où de la même façon, on avait comme qubit contrôle le champ dans la cavité qui contenait 0 ou 1 photon, et comme qubit cible l'atome de Rydberg entre 2 niveaux. Et je vous rappelle que dans cette expérience, on avait également un 3e niveau qui jouait un rôle important pour la rotation de 2π, qui était l'état circulaire n égale 49, alors que la cavité était résonante sur la transition entre les niveaux circulaires 50 et 51. En fait, il y a une très grande analogie. Alors, ils ont démontré ensuite que cette porte obéissait aux règles de la porte logique en préparant les 4 états. On commence par préparer les 4 états 0, 0 +, 1 et 1 +, en utilisant des méthodes. D'abord, on commence par ramener le système dans son état fondamental et on fabrique 0, comme ça. Si on veut avoir 0 +, on fait basculer simplement le spin sans changer le nombre de phonons. Et si on veut passer à 1- ou à 1 +, on fait un pulse pi sur une bande latérale et on peut fabriquer les 4 états. Ensuite, on détecte ces états à l'aide de la fluorescence de cette transition et on peut mesurer la probabilité d'avoir le spin down, qui sont les barres noires, et on peut regarder ce qui se passe si on n'applique pas la porte C-note, c'est la colonne qui se trouve à l'avant, ou au contraire ce qui se passe lorsqu'on applique la porte C-note. Et il faut mesurer à la fois l'état du spin et l'état de la vibration. Pour mesurer l'état de la vibration, ici en blanc, c'est la probabilité d'avoir n égale 1 comme état de vibration. Pour mesurer l'état de vibration, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une bande latérale pour copier l'état de vibration sur l'état de spin, et après on mesure l'état de spin. Et donc je vous laisse réfléchir à la façon dont ça peut être fait. Il faut appliquer l'état de pulse au système, et on peut mesurer successivement, sur une même réalisation de l'expérience, l'état de spin et l'état de vibration, et vérifier que la porte obéit vraiment ici aux règles d'une porte C-note. Je vous laisse vérifier ça à partir de ces figures. Alors cette expérience, en fait, ils ont fait une expérience complémentaire qui va montrer, donc cette table montre effectivement, on réalise l'opération si le qubit contrôle est dans l'état 0, il ne se passe rien sur la cible. Si le qubit est dans l'état 1, la cible bascule et change d'état. Et ils ont fait également une expérience qui nous rapproche encore plus de l'électrodynamique en cavité, qui est de voir cette porte comme un interféromètre de Ramsey. Si vous voyez l'opération de la porte, vous voyez que ce qui se passe, c'est qu'on fait sur le qubit cible, on applique au qubit cible 2 impulsions, 2 pulses pi sur 2, séparées dans le temps. Et entre les deux, si le qubit contrôle est dans l'état 0, il ne se passe rien. Donc on fait de l'interférométrie de Ramsey ordinaire. Mais si le qubit cible est dans l'état 1, ce qui se passe, c'est qu'on change la phase de pi de l'atome entre les deux, et donc on va déphaser de pi les franges de Ramsey. Et dans cette expérience, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont balayé la fréquence de ces pulses ramants pour enregistrer les franges de Ramsey, en répétant l'expérience un grand nombre de fois. Et vous voyez que suivant qu'il y a 0 ou 1 phonon, eh bien, ils observent des franges de Ramsey en opposition de phase, ce qui montre bien la cohérence de l'opération et le lien qu'il y a entre l'opération de cette porte et l'interférométrie de Ramsey. Et je vous rappelle qu'on avait fait exactement la même chose en électrodynamique quantique en cavité, lorsqu'on avait vu que les franges de Ramsey s'inversent suivant qu'il y a 0 ou 1 photon, et c'était une façon de compter 0 ou 1 photon dans la cavité sans le détruire. Et je rappelle que dans les deux types d'expériences, elles exploitent les propriétés du pulse 2π, de Rabi 2π qui change la phase, et que dans les deux expériences, il faut un 3e niveau pour réaliser la porte, ce 3e niveau jouant un rôle transitoire dans l'expérience, mais disparaissant à la fin. Donc je ne vais pas prolonger ça. Cette expérience était très simple parce qu'en fait, dans cette expérience, les 2 qubits étaient portés par le même atome. Et si on veut faire de l'information quantique, il faut que les qubits soient portés par des atomes différents. Et à ce moment-là, on va jouer sur le fait que les atomes sont couplés entre eux par le fait qu'ils oscillent dans le même piège et qu'ils sont couplés donc à un mode de vibration collectif. J'ai représenté ici ce qui se passe lorsque vous avez 2 atomes dans le piège. Ils peuvent osciller ou bien ensemble, dans un mode du centre de masse, ou bien en opposition de phase.
ces deux oscillations se font à des fréquences différentes, et suivant les fréquences qu'on va appliquer au système, on va être capable d'exciter un mode de vibration ou l'autre. Dans les expériences du groupe de Wineland, en général, les ions sont trop proches les uns des autres pour qu'on puisse les adresser individuellement, et il utilise des méthodes d'adressage collectif de l'ensemble des ions. Ils peuvent faire des portes dans ces conditions, mais elles sont plus difficiles à expliquer que les portes obtenues avec des ions suffisamment séparés pour qu'on puisse les interroger et les contrôler séparément à l'aide des lasers. Et ça, c'est plutôt ce que fait le groupe d'Innsbruck de Rainer Blatt. Et donc, je vais plutôt parler de ces expériences-là ici. En fait, la première proposition de porte quantique avait été faite par Sirac et Zoller en 1995, et elle portait sur un système comme celui-là où on s'adresse indépendamment aux deux ions. Et cette expérience a été réalisée beaucoup plus tard, parce qu'elle était plus difficile, en 2003, dans le groupe de Rainer Blatt. Je l'ai décrite d'ailleurs dans un des cours antérieurs, je ne vais pas la reprendre ici. Ils ont fait donc ce type de porte avec une fidélité remarquable, et ils ont pu se servir de ce type de porte pour préparer des états intriqués. Et je vous rappelle ici simplement qu'ils ont pu préparer les états de Bell, c'est-à-dire les états qui sont les états 0, 1, plus ou moins 1, 0, et 0, 0, plus ou moins 1, 1, de 2 qubits. Et ils ont pu, par tomographie, montrer qu'ils étaient capables de préparer et de contrôler ces états avec précision. Donc je vous rappelle cette expérience ici. Et j'indique simplement pour finir que depuis, ça s'est considérablement raffiné. Je vous ai montré tout à l'heure un piège où il y avait 7 ions. Maintenant, le groupe de Rainer Blatt est capable de faire des pièges où il y a 14 ions dans le piège et intriquer ces 14 ions par des méthodes analogues à celles que je viens de décrire. Donc il y a un progrès constant de ce type d'expérience. Dernier point que je voudrais aborder sur ce type de problème, on peut faire la tomographie des degrés de vibration de l'ion, et cette tomographie ressemble beaucoup à la tomographie d'électrodynamique quantique en cavité. Alors, je vous rappelle comment on procède. Supposons que l'ion vibre dans un état de vibration quelconque et on cherche à le déterminer. On commence par déplacer cet état de vibration dans le plan de phase de l'ion. Et en électrodynamique quantique en cavité, le déplacement, ça consiste à injecter un champ d'amplitude et de phase donné. Dans la physique des ions, ça consiste à donner un petit kick à l'ion, une petite impulsion qui a une amplitude et une phase bien déterminées. Ça revient à le déplacer soit en position, soit en impulsion, ou une combinaison des deux. Et c'est exactement la même opération où on rajoute à l'état de vibration antérieur cet état de vibration cohérent supplémentaire. Une fois qu'on a déplacé l'état de l'ion, eh bien, il faut mesurer la distribution de ces phonons, des phonons dans l'état déplacé. Et pour cela, en général, ce qu'a fait le groupe de Wineland, ça consiste à regarder l'oscillation de Rabi dans le champ déplacé et à faire le spectre de Fourier de cette oscillation de Rabi qui va donner les probabilités d'avoir les différents nombres de phonons dans l'état déplacé. Ensuite, on recommence avec d'autres déplacements, et lorsqu'on a suffisamment d'informations, qu'on a suffisamment de probabilités avec suffisamment de déplacements, une formule d'inversion permet de reconstituer l'opérateur densité de l'état initial, de l'état de vibration initial, et sa fonction de Wigner. Et voici un exemple. La première fois qu'ils ont fait ça en 1996, ils ont préparé un état à un phonon, et ils ont vérifié d'abord que c'était bien un état à un phonon dans la matrice densité des états de Fock, et que sa fonction de Wigner avait bien la forme de chapeau mexicain avec une valeur négative de fonction de Wigner à l'origine. Et vous voyez la grande analogie avec le même type d'expérience qu'on a faite en électrodynamique en cavité. Vous voyez ici un état à un photon, la fonction de Wigner d'un état à un photon. Donc je vais arrêter là la description des expériences avec des ions piégés. Je voulais simplement vous montrer une liste qui a d'ailleurs été établie par Wineland du nombre de groupes qui travaillent sur ces ions dans le cadre de l'information quantique. Et vous voyez qu'il y a un nombre considérable de groupes, et encore, il me dit qu'il n'est pas sûr qu'il a cité tous les groupes qui travaillent vraiment activement dans le domaine. Alors, passons maintenant à la deuxième partie de cette leçon. Je voudrais maintenant parler des liens qui existent entre l'électrodynamique quantique en cavité et celles dans lesquelles on remplace les atomes par des atomes artificiels, parler un petit peu d'électrodynamique des circuits. Et je vous rappelle que ça a été l'objet du cours de l'année 2010-2011. Donc vous avez des notes de cours beaucoup plus détaillées si vous retournez à ces années-là. Alors je commence par faire un peu ici un panorama des différentes
types d'expériences qui sont reliées entre elles. Ça, ce sont les expériences que je vous ai décrites au cours de ces leçons. Elles sont une première façon de les étendre, ça consiste à rester dans le cadre des interactions atomes-rayonnement, mais passer au domaine optique. Donc on fait à ce moment-là de toutes petites cavités, par exemple des Fabry-Perot de quelques fractions de millimètres, et on envoie des atomes froids à travers ces cavités. Le pionnier a été Jeff Kimball à Caltech, et il a eu ensuite comme postdoc Gerd Rempe, qui est revenu à Garching et qui, depuis une vingtaine d'années, fait également de très belles expériences dans ce domaine. Autre type d'expérience, on remplace les cavités par des modes de galerie de résonateurs, de microsphères, de microtors, et donc dans l'onde évanescente à l'extérieur de ce milieu, on peut faire passer des atomes, un jet d'atomes, on peut essayer de piéger des atomes, et on peut également essayer de coupler ça à des boîtes quantiques. C'est également un domaine actif de cette physique. Il y a également la possibilité de mettre des boîtes quantiques qui possèdent des niveaux discrets dans des architectures style miroir de Bragg qui réalisent des cavités ou dans ce qu'on appelle des photonic band gaps, des structures diélectriques qui possèdent des modes dans lesquels les photons sont piégés. Mais le dernier domaine, qui est le domaine sur lequel je voulais insister, est celui de l'électrodynamique des circuits. Dans cette physique-là, on a un circuit qui contient un élément non linéaire, une jonction Josephson, une ou plusieurs jonctions Josephson, et ce circuit possède des niveaux d'énergie discrets, et on l'introduit dans une structure qui va être un résonateur radiofréquence, par exemple une ligne coaxiale avec deux conducteurs externes et un conducteur interne dans laquelle une onde stationnaire peut se créer, et en couplant ces atomes artificiels à cette onde stationnaire, on réalise un système qui est très voisin de celui de la physique atomique, avec des ordres de grandeur, comme on va le voir, très différents. Ce dernier domaine se développe également de façon considérable. J'ai ici cité un certain nombre de groupes, mais comme je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. En fait, le nombre de groupes maintenant qui travaillent dans ce domaine est à peu près du même ordre que celui qui travaille sur les ions piégés. Et je voudrais insister sur la grande similarité de ces deux types d'expériences dans la fin de cet exposé. Donc je vous rappelle le schéma de principe, enfin le principe du système. On a un système à deux niveaux et un oscillateur harmonique, qui est cette fois-ci le champ dans la cavité. Le couplage entre les deux est proportionnel au dipôle de l'atome et au champ du vide, à l'amplitude du champ du vide dans la cavité. Et donc on a intérêt, pour avoir un couplage fort, à augmenter ces deux paramètres. Lorsqu'on ne tient pas compte du couplage, on a deux échelles de niveau disjointes, correspondant aux différents niveaux de l'oscillateur harmonique en présence de l'atome dans l'état G ou dans l'état E. Et lorsqu'on introduit le couplage entre les deux, les états E0G1, E1G2, EN, Gn plus 1 sont couplés entre eux, et on voit apparaître des doublés séparés par oméga, oméga racine de 2, oméga racine de 3. Donc ça va être commun aux deux types d'expériences. À résonance, on observe l'oscillation de Rabi. L'oscillation de Rabi, ça consiste à préparer le système, par exemple, dans G1, et à regarder comment il oscille entre G1 et E0, la fréquence d'oscillation étant la fréquence de séparation ici. Et on peut voir cette expérience comme un battement entre les deux niveaux habillés, les deux niveaux qui sont des combinaisons linéaires de G1 et de E0. Donc j'ai insisté beaucoup dans les leçons précédentes, et voici un signal d'oscillation de Rabi qui nous sert à faire de l'information quantique en particulier. La fréquence, dans le cas des atomes de Rydberg, est de 50 kHz. La même chose se fait en électronique des circuits. Ils peuvent regarder l'oscillation temporelle, mais ils peuvent également explorer le spectre, c'est-à-dire partir du état fondamental et regarder les fréquences qui vont être absorbées par le système. Quelle va être la probabilité, en fonction de cette fréquence, de porter le système dans un état excité. Et vous voyez ici, ils peuvent construire de très beaux diagrammes d'anticroisement. En abscisse, vous avez la fréquence, la différence de fréquence entre l'oscillateur et le système à deux niveaux, qui passe à résonance ici. Et en fausse couleur, ils indiquent la probabilité que le système soit porté dans l'état excité en fonction de la fréquence sonde. Et vous voyez les deux branches d'anticroisement. En particulier à résonance, le doublet est extrêmement bien séparé. Ces deux transitions peuvent être séparées par plusieurs dizaines de mégahertz, comparé aux 50 kHz de l'électrodynamique quantique en cavité. Alors, regardons un petit peu de plus près cette comparaison. Dans nos expériences, les deux niveaux concernés sont séparés d'environ 50 GHz, et
le dipôle électrique de l'atome est très grand, il vaut à peu près 1 millier de fois un dipôle ordinaire, puisque la taille de l'atome est à peu près 1000 fois plus grande, donc c'est à peu près 1000 de Baye. La durée de vie de ces niveaux est de 30 millisecondes, donc durée de vie très longue. Les fréquences sont de l'ordre de 50 GHz, et on les accorde par effet Stark en appliquant un champ électrique aux atomes. Alors regardons maintenant ce qui se passe en circuit de QED. Le système à deux niveaux est en fait un système macroscopique, c'est un système constitué, le cœur le cœur du qubit, c'est une jonction Josephson, c'est-à-dire l'ensemble de deux éléments métalliques supraconducteurs séparés par un oxyde isolant, et le mécanisme physique, c'est des paires de Cooper qui passent par effet tunnel entre la gauche et la droite. Et on a dans ce système, il faut l'insérer dans un circuit, il y a différents types de circuits possibles. J'ai représenté ici quelques microphotographies des circuits de qubits. Je ne vais pas rentrer dans cette zoologie, mais des qubits qu'on appelle le quantronium et le transmon, des qubits de flux, des qubits de phase. Ces détails-là, je les ai décrits longuement dans les cours antérieurs, je n'ai pas le temps d'en parler là. Pourquoi c'est un système quantique? Parce qu'en fait, il y a deux quantités physiques qui jouent le rôle de variables conjuguées. C'est la charge, c'est-à-dire la différence de paires de Cooper entre la gauche et la droite, et la différence de phase. Les fonctions d'onde associées aux paires de Cooper ont une phase quantique qui prend des valeurs différentes lorsque les deux régions sont séparées par un isolant. Et Josephson a montré qu'il existait, en l'absence de potentiel appliqué, un courant entre les deux qui était proportionnel au sinus de cette différence de phase. Et c'est cette relation sinusoïdale qui introduit la non-linéarité qui va être importante pour notre physique. Alors, lorsqu'on pousse cette analogie plus loin, on montre que le système est analogue à un oscillateur harmonique non linéaire qui évolue dans un potentiel que j'ai représenté ici en fonction de la phase, potentiel qui prend des formes différentes suivant le type de qubit, mais qui dans tous les cas va présenter à un certain endroit un minimum et qui va au voisinage de ce minimum être descriptible comme une pseudo-parabole dans laquelle on va avoir un état fondamental, un premier état excité, puis d'autres états excités, mais le point important, c'est comme il y a une non-linéarité, ce n'est pas vraiment un potentiel parabolique, et il y a une anharmonicité qui fait que cette transition-là a une fréquence différente des autres, et qu'on peut donc exciter sélectivement une transition entre deux niveaux et oublier, pour la plupart des expériences, l'existence d'autres niveaux dans le système. Donc c'est comme une particule quantique dans un puits de potentiel anharmonique. Les fréquences sont typiquement de l'ordre de 5 GHz, comparé aux 50 GHz de nos expériences, et on contrôle la forme de ce potentiel, en général en variant le flux magnétique dans le circuit. Donc en faisant un changement de flux, on change de façon continue la forme du potentiel, ce qui change la fréquence séparant les deux niveaux de vibration de l'ion. J'insiste sur les ordres de grandeur. En général, les durées de vie de ces états quantiques, les temps de relaxation, sont beaucoup plus courts que dans la physique des atomes de Rydberg. Ils sont restés inférieurs à la microseconde jusqu'en 2009, mais de grands progrès ont été faits récemment. Et on a maintenant des qubits qui sont mieux isolés de leur environnement et qui ont des durées de vie allant jusqu'à une centaine de microsecondes. Donc voilà pour le qubit. Quelle est la boîte à photons? Alors je vous rappelle notre boîte à photons dans nos expériences avec des durées de vie de photons atteignant ou dépassant le dixième de seconde, des grands facteurs de surtension, et il faut refroidir à une température inférieure à 1 Kelvin. Dans la ligne de circuit de QED, un type de cavité, c'est simplement une ligne coaxiale, du type de celle que je vous ai montrée sur l'une des diapositives précédentes, qui peut être repliée aussi longue qu'on veut, et on insère le qubit soit à l'extrémité de la ligne, soit quelque part au milieu de la ligne. Et on réalise ainsi il faut refroidir beaucoup, parce qu'on est à fréquence plus basse. Donc si on veut éliminer les photons thermiques, il faut descendre à des températures beaucoup plus basses, et il faut être bien dans le domaine supraconducteur. La durée de vie de ces photons dans ces cavités est beaucoup plus courte, elle est au maximum de l'ordre de la microseconde. Mais très récemment, le groupe de Yale a pu insérer des qubits dans une cavité à 3 dimensions, dans une boîte qui rappelle plutôt nos boîtes à nous, dans lesquelles les photons peuvent survivre beaucoup plus longtemps. C'est des cavités qui sont faites en aluminium supraconducteur, et ils ont atteint des durées de vie de l'ordre de la milliseconde. Alors, ça reste encore, ce n'est pas 100 millisecondes, mais ça s'en rapproche dangereusement, enfin je veux dire dangereusement pour nous, parce que
Comme vous allez voir, suivant les capacités de l'expérience, suivant les ordres de grandeur, on peut faire certaines expériences ou non. Donc voilà un peu l'état de l'art aujourd'hui. Pour montrer les analogies, je vais vous rappeler la détection des photons, la détection des qubits peut se faire de façon tout à fait analogue dans les deux expériences. Cette détection des qubits est destructive dans nos expériences. Je vous rappelle comment on procède. On a les deux états du qubit dans le puits de potentiel coulombien de l'atome, et quand on veut détecter, on applique un champ électrique, ce qui superpose au champ coulombien un champ qui varie linéairement, et en variant la pente, c'est-à-dire l'amplitude du champ électrique, on peut faire dégager sélectivement l'état supérieur de la transition en laissant l'état inférieur lié. C'est comme ça qu'on détecte, on fait une ionisation sélective des états par impulsion de champ électrique à un instant donné. Dans l'électrodynamique des circuits, on fabrique un potentiel qui a une forme comme celle-ci, et vous voyez que les deux états du qubit, cet état et cet état-là, sont bien protégés en général par une barrière de potentiel, mais si on applique un pulse de flux qui modifie la forme du potentiel et qui l'abaisse pour amener l'état supérieur du qubit au niveau du maximum de la barrière, un peu avant qu'on atteigne cette valeur, par effet tunnel, l'état supérieur du qubit va s'échapper. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va s'échapper? Ça veut dire que delta, qui est la différence de phase, va varier au cours du temps. D delta sur dt, c'est associé à l'apparition d'un potentiel d'après les relations de Josephson, donc il va apparaître transitoirement un potentiel qui va complètement déséquilibrer l'état du circuit. Le flux magnétique du circuit va changer et il va être détecté par un appareil par un instrument qui est sensible au changement de flux qu'on appelle un SQUID. C'est Superconducting Quantum Interference Device, un jeu de jonction Josephson qui, par interférence quantique, détecte des tout petits changements de flux. Donc voilà une première analogie. Alors je vous ai montré également qu'il y avait une deuxième façon indirecte de détecter les qubits, qui était de voir l'effet du qubit sur la fréquence de la cavité. Si vous introduisez un qubit dans la cavité, il va changer sa fréquence par effet d'indice de réfraction. Alors, je vous rappelle que dans la leçon précédente, j'ai décrit cette expérience. Dans le cas de l'électrodynamique en cavité, je vous ai montré que lorsqu'on introduit un atome dans la cavité, on peut changer la fréquence de la cavité de quelques kilohertz, ce qui, pendant le temps de passage des atomes, qui est de quelques dizaines de microsecondes, correspond à des déphasages de l'ordre d'un radian. Et voilà les signaux que je vous avais montrés la semaine dernière. Voilà la distribution de phase d'un champ cohérent dans la cavité si aucun atome n'est passé à travers la cavité. Et si on fait passer un atome dans G ou dans E, vous voyez que la phase du champ change dans une direction ou dans l'autre de l'ordre d'une fraction de radian. Donc cet effet-là, on l'a observé en électrodynamique en cavité, voilà la référence. Et également, on s'en est servi pour faire des chats de Schrödinger. Si l'atome est dans une superposition des états E et G, il traverse la cavité dans une superposition d'indices, et donc l'atome se retrouve simultanément avec une phase et l'autre. Et ça correspond aux expériences que j'ai décrites en détail sur la décohérence et l'observation de la décohérence. Alors, qu'est-ce qu'on fait en électrodynamique des circuits? On fait quelque chose de tout à fait analogue. Et ça peut paraître, ici, cette diapositive peut paraître un peu chargée, mais la physique est assez simple et j'ai fait quelques dessins au tableau qui vont nous permettre de la comprendre. Considérez une cavité électromagnétique qui est résonante à une fréquence oméga c. Si vous êtes à résonance, ce qui se passe, la cavité est formée de miroirs. Prenons un modèle très simple, la cavité est formée de miroirs qui sont très fortement réfléchissants, R est voisin de 1, et le facteur de transmission, lui, est très petit devant 1. Si vous êtes à résonance, une toute petite fraction du champ va rentrer dans la cavité, rebondir sur les miroirs et revenir à la sortie, et par interférence constructive, le champ va ressortir de l'autre côté. Si vous êtes exactement en résonance, même si T est tout petit, par cette construction d'interférence dans le Fabry-Perot, le champ va sortir complètement. Par contre, si vous êtes hors résonance, le fait que vous avez une forte réflectivité à l'entrée fait que tout le champ va être réfléchi. Donc ici, j'ai représenté ici ce qui se passe pour la transmission. La transmission subit une variation résonante très forte et augmente à résonance. Quant à la réflexion, elle est importante hors résonance et elle s'effondre à résonance. Ça, c'est pour l'intensité. La phase, elle, subit une évolution dispersive, et en particulier la phase du signal réfléchi subit une variation, passe de plus pi à moins pi lorsqu'on passe à résonance, et elle change de façon très rapide sur la largeur de la courbe au voisinage de résonance.
Alors ça, c'est ce qui se passe pour une cavité vide. Et dans l'expérience d'électrodynamique des circuits, l'équivalent de cette expérience est représenté ici. J'ai représenté en rouge, ici, le qubit. Ici, dans ce cas-là, il contient 2 diodes Josephson. Et ce qubit est suspendu à l'intérieur d'un circuit LC qui joue le rôle de cavité. Un circuit LC est un oscillateur harmonique, donc c'est une cavité de radiofréquence. Et elle est couplée avec une certaine force de couplage oméga, dont on a vu qu'elle pouvait être très grande, au qubit. Et cette cavité, elle est alimentée par une ligne ici, à travers une capacité, à une source de radiofréquence VM, que j'ai représenté ici en vert, qui représente le champ qu'on essaye d'envoyer sur notre cavité. Donc on envoie ce champ et on va regarder la réflexion de ce champ. C'est-à-dire qu'on va faire une expérience de réflexion du champ sur la cavité et on va regarder la phase du champ réfléchi. Alors je ne vais pas détailler l'électronique, mais on va mélanger le champ réfléchi au champ incident et faire une comparaison de phases et en tirer la phase du système. Et on va regarder comment cette phase varie lorsqu'on balaye la fréquence VM au voisinage de la fréquence de la cavité. Et vous voyez que j'ai représenté ici 2 courbes de dispersion. Pourquoi 2 courbes? Parce qu'il y a un qubit ici, et suivant que ce qubit est dans l'état E ou dans l'état G, il va déplacer la fréquence de résonance de la cavité dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez que ce qubit, il y a donc 2 fréquences importantes dans ce problème. La fréquence de la cavité, que j'ai représentée ici, et la fréquence du qubit. Et le qubit peut être très loin de la fréquence de la cavité. En fait, il est à plusieurs gigahertz, il y a un déphasage de fréquence très grand. Et vous voyez que ce qui va se passer, c'est que suivant que ce qubit est dans un de ces états ou dans l'autre, eh bien, la fréquence, la courbe de dispersion va être décalée dans un sens ou dans l'autre. Et si maintenant vous regardez comment il réfléchit le champ sonde, vous voyez qu'il va avoir un déphasage dans un sens ou dans l'autre, et il va subir donc une variation de phase delta phi importante, suivant que le qubit, qui est très loin de résonance, déplace la résonance de la cavité dans un sens ou dans l'autre. Et c'est ce que représente cette courbe. Vous voyez ce qui va se passer. Alors vous voyez que ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on doit exciter le qubit pour le faire passer de E à G. Pour exciter le qubit, on va avoir une deuxième source de radiofréquence qui, elle, est résonante à la fréquence du qubit, c'est le signal rouge. Et vous voyez que quand on contrôle le qubit et quand on le change d'état, on voit un changement de phase important de la réflexion par le champ de la cavité. Et c'est une façon de faire qui est exploitée en particulier par le groupe de Daniel Estève à Saclay et par le groupe de Yale. Donc on observe l'état du qubit par le déphasage induit sur un résonateur qui est couplé au qubit de façon non résonante. Donc ça, c'est l'effet dispersif sur le champ de la cavité, et c'est un effet qui est tout à fait analogue à l'effet qu'on utilise pour fabriquer nos chats de Schrödinger. Vous voyez, en fait, on fabrique de cette façon-là des chats de Schrödinger. Alors, je vous ai dit que les effets dispersifs sont réciproques. S'il y a un effet dispersif sur le champ de la cavité, ça veut dire qu'il y a un effet dispersif sur le qubit également. Alors, ce qui se passe sur le qubit, on l'a déjà vu au cours des cours antérieurs. Vous avez ici les 2 échelles d'état 0, 1, 2 en présence de l'atome dans G, en présence de l'atome dans E, et la fréquence du qubit, c'est simplement les transitions entre G et E sans changement de nombre de phonons, ou de photons, plutôt ici. Donc, c'est les transitions G0, E0, G1, E1, G2, E2 qui sont dégénérées en absence de couplage. Mais si vous introduisez le couplage, de façon non résonante, les niveaux G sont déplacés dans un sens, les niveaux E sont déplacés dans le sens inverse, et les fréquences entre les états G et E se trouvent décalées d'une quantité qui est proportionnelle au nombre de photons. Alors, je ne reviens pas là-dessus, c'est exactement ce que je vous avais décrit dans les leçons antérieures. Ça veut dire que la spectroscopie du qubit dans la cavité fait maintenant apparaître autant de résonances qu'il y a de nombre de photons dans la cavité. On a le facteur oméga carré sur 2 delta que j'ai longuement décrit antérieurement. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de photon splitting, et cet effet il est de l'ordre du kilohertz en physique atomique,
et il peut être de l'ordre de plusieurs mégahertz dans l'électrodynamique des circuits. Vous voyez que si maintenant vous faites la spectroscopie du qubit dans une cavité non résonante, la cavité est très loin de résonance dans la configuration que j'ai montrée là-bas, si vous faites la spectroscopie du qubit, vous allez voir que le qubit va avoir des raies de résonance qui vont être associés aux différents nombres de photons qui se trouvent dans la cavité. Et c'est exactement le même. Nous les mesurons par interférométrie de Ramsey. Dans ces expériences-là, ils les mesurent directement par la spectroscopie ordinaire. Simplement, il faut acquérir l'information en un temps court devant le temps de changement de ce nombre de photons, c'est-à-dire devant le temps de relaxation de la cavité. Alors, je vais vous montrer, dans l'expérience de Santa Barbara, voilà le chip, le circuit, et ça va vous donner un petit peu l'ordre de grandeur. Dans cette boîte, vous avez le qubit. Alors, je ne vais pas détailler ce qu'il y a dedans. Il y a la jonction Josephson. Ces deux boucles qui sont ici sont destinées à appliquer un flux contrôlé à la jonction et donc à déplacer sa fréquence ou à la détecter en appliquant une impulsion de flux. Vous avez différentes lignes qui amènent de la micro-onde. Le résonateur, c'est un coax qui est replié sur lui-même. Vous voyez la dimension, ça c'est 2 mm. Ici, vous avez une centaine de microns. On agit sur le qubit seul en introduisant une radiofréquence qui est résonante à la fréquence entre les états du qubit par cette ligne. On peut appliquer un champ au résonateur en appliquant une micro-onde sur cette ligne-là. Et lorsqu'on détecte le qubit, le signal est détecté par un squid et le signal part sur cette ligne-là. Donc voilà un peu le principe de ces expériences. Et je vais vous décrire très rapidement comment on peut pomper des photons un à un dans ce système. Alors voilà à nouveau l'échelle des niveaux d'énergie. On initie le système dans l'état G du qubit en l'absence de tout photon de radiofréquence. On commence par appliquer une impulsion pi sur le qubit lui-même, donc on passe de G0 à E0. Et puis, en variant le flux à travers le qubit, on le met à résonance avec la cavité, avec le résonateur. Donc on met les niveaux E0 et G1 avec la même énergie. À ce moment-là, E0 et G1 sont couplés par l'oscillation de Rabi. On attend une demi-oscillation de Rabi pour se ramener dans G1, puis on arrête. On arrête en se mettant hors résonance. Donc là, on a un photon. Puis on passe de G1 à E1 par à nouveau un pulse pi de Rabi. On remet à résonance. On fait maintenant une oscillation de Rabi qui est racine de 2 fois plus rapide et on s'arrête dans l'état 2. Et vous voyez qu'on peut ainsi successivement pomper des photons un à un dans notre oscillateur. Une fois qu'on a pompé ces photons, on peut monter jusqu'à n égale 6, on se met à résonance et on regarde l'oscillation de Rabi pendant un temps donné. Et on recommence un grand nombre de fois et on reconstitue ces oscillations de Rabi. Et vous voyez les oscillations de Rabi dans 0, 1, 2, 3 photons qui s'accélèrent de plus en plus. Et on peut ainsi vérifier qu'on a préparé des états à nombre de photons purs puisqu'on a dans le signal de Rabi uniquement une fréquence. Et on peut, en mesurant cette fréquence en fonction du nombre de photons injectés, vérifier la relation en oméga racine de n. Alors en fait, nous avons fait exactement les mêmes expériences et je vous montre le résultat ici. Dans nos expériences, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par préparer un état de Fock. Alors on le prépare par mesure, par projection. Et une fois qu'on a préparé un état de Fock, on le laisse interagir pendant un temps donné avec des atomes de Rydberg et on fait la même expérience. Et vous voyez qu'on a les mêmes signaux d'oscillation de Rabi entre n égale 1 et n égale 6. Alors la seule différence, c'est qu'ici, l'échelle est en nanosecondes et pour nous, l'échelle est en microsecondes. En fait, on a des oscillations de Rabi 1000 fois plus lentes dans nos expériences. Alors maintenant, prenons une expérience de photon splitting. C'est une expérience assez spectaculaire qui a été récemment effectuée à Yale. Alors ils mettent leur qubit dans une boîte et le qubit est suspendu à l'intérieur de la boîte. Il y a des plaques métalliques qui jouent le rôle d'antenne et qui établissent un couplage très fort entre le qubit et la boîte. Le qubit est fortement non résonant. Il est suspendu à une fréquence qui n'a rien à voir avec la fréquence de la boîte. Et on injecte dans la boîte du bruit, c'est-à-dire qu'on a un champ thermique qui contient 0, 1, 2, 3 photons dans la boîte. Et on effectue la spectroscopie du qubit. À la fréquence du qubit, on effectue la spectroscopie du qubit. Et comment est-ce qu'on mesure le fait que le qubit passe à résonance, c'est-à-dire le signal de spectroscopie? Simplement, par la méthode que j'indiquais tout à l'heure, on envoie
un champ qui est résonnant avec la boîte et qui est réfléchi. On regarde le déphasage de ce champ et comment ce déphasage varie lorsque le qubit passe de l'état E à l'état G. Et on observe le spectre suivant. À très basse température, on a une raie. Si on augmente un peu la température, c'est-à-dire qu'on a une probabilité d'avoir un phonon, on a deux raies. Donc la raie à 0, correspondant à 0 photons, 1 photon, 2 photons. Ici, 0 photon, 1 photon, 2 photons. Et le splitting, le désaccord, est de 7 MHz dans cette expérience. Donc vous voyez qu'un photon déplace la raie du qubit de 7 MHz, malgré le fait que le qubit soit très loin de résonance. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de cette expérience? D'abord, vous voyez qu'on peut contrôler le qubit à la fréquence déplacée. Si vous savez que vous êtes à une température donnée, vous savez que si vous voulez modifier l'état du qubit, il faut appliquer un pulse. Par exemple, si vous appliquez un pulse à cette fréquence, vous allez modifier l'état du qubit seulement s'il y a 0 photon dans la cavité. S'il y a 1 ou 2 photons dans la cavité, le qubit ne va pas être modifié. Si vous voulez modifier l'état du qubit conditionné au fait que vous avez 1 photon dans la cavité, vous devez appliquer un pulse à cette fréquence-là. Si vous voulez le faire lorsqu'il y a 2 photons, vous devez appliquer un pulse à cette fréquence. Et vous voyez que vous avez là un ingrédient pour faire des portes. Vous pouvez agir de façon conditionnelle sur l'état du qubit en fonction de l'état du nombre de photons, lequel nombre de photons peut être injecté dans la cavité par un autre qubit. Donc deux qubits peuvent se parler et créer des portes conditionnelles à l'aide de ce processus. Un autre point important, c'est que vous voyez que l'amplitude de ces pics dépend de la probabilité pour qu'il y ait 0, 1 ou 2 photons dans la cavité. Donc en faisant cette spectroscopie, en mesurant l'amplitude des pics, on reconstruit la probabilité d'avoir n photons de façon directe. Donc voilà les références. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour reconstruire des états? Alors je reprends la tomographie telle que je vous l'avais décrite les semaines dernières. Vous avez un état dont vous cherchez la fonction de Wigner. Vous commencez par translater cet état en injectant un champ cohérent. Et puis sur l'état translaté, vous effectuez des mesures de probabilité de nombre de photons, dans notre cas par interférométrie de Ramsey. Et si on mesure la probabilité d'avoir un nombre de photons donné dans un tas de translations différentes, par inversion, on peut reconstruire la fonction de Wigner. Eh bien, en électromécanique des circuits, ils font exactement la même chose. Vous avez un champ inconnu dans votre cavité, vous le translatez par injection d'un champ cohérent, et puis vous enregistrez le signal de Rabi à l'aide du SQUID, et les signaux de Rabi, dans des champs translatés, donnent par analyse de Fourier la probabilité d'avoir les différents nombres de photons, et vous reconstruisez ainsi W. Alors voilà, par exemple, la reconstruction des états de Fock dans notre expérience, et voilà des états de Fock mesurés par le groupe de Santa Barbara de John Martinis, l'état de Fock n égale 7. À gauche, vous avez la théorie avec les anneaux positifs et négatifs, et à droite, comment ils les reproduisent dans l'expérience. Voici notre chat Schrödinger que je vous présentais la semaine dernière, et voici un chat Schrödinger obtenu par des méthodes analogues à Yale l'année dernière. Donc il y a eu des états de Schrödinger obtenus. Dans ce cas-là, la physique est un peu différente, je n'ai pas le temps d'en parler, c'est par effet Kerr, mais le groupe de John Martinis a obtenu des chats de Schrödinger également. Voilà les deux références. Le groupe, je termine par une expérience qui est très jolie, qui consiste non plus à pomper des états à nombre de photons bien définis, mais à tricoter des états quantiques arbitraires dans la cavité en combinant des impulsions sur le qubit, des oscillations de Rabi et des déphasages du qubit. Les trois types d'opérations sont symbolisés. Cette flèche rouge représente des impulsions radiofréquences sur le qubit seul. Ce cercle bleu représente un déphasage du qubit. On laisse le qubit dans une cavité non résonante pendant un certain temps pour changer la phase relative des états plus et moins. Et la troisième opération, c'est on met à résonance les deux pendant un temps donné pour faire une oscillation de Rabi d'angle donné. Et en combinant ces trois opérations et en partant de l'état G0, on peut grimper dans l'échelle des états et fabriquer un état arbitraire. Alors comment est-ce qu'on fabrique cet état? En fait, l'astuce qui a été proposée par Joe Eberly dans un papier d'il y a une quinzaine d'années, ça consiste à partir de l'état que vous cherchez à réaliser et à le détricoter en enlevant des photons un à un. Parce que vous savez très bien où vous voulez arriver au vide à l'état G0. Il est beaucoup plus facile de trouver dans l'espace de Hilbert le chemin qui vous permet de partir de l'état final pour arriver à G0. Une fois que vous avez trouvé ce chemin, vous l'appliquez en sens inverse et vous appliquez les opérations pour grimper. Et je vous montre simplement le résultat.
Voilà comment ils ont pu préparer et reconstruire des états 0 plus 1, 0 plus 2, 0 plus 3 jusqu'à 0 plus 5 photons. Vous avez que les fonctions de Wigner prennent des valeurs positives et négatives et forment de très jolis kaléidoscopes qui sont montrés en haut. Et l'expérience donne des résultats très voisins. Et puis, ils ont également fabriqué des états de la forme 0 plus 3 plus 6 avec des phases variées. Et la théorie et l'expérience sont également très voisines. Donc, vous voyez que ce genre de signaux vous montre la précision avec laquelle on est capable de manipuler ces états quantiques du champ à l'aide de qubits atomiques. Enfin, ici, je vous montre la décohérence, également analogie entre les deux types d'expériences. En haut, vous avez l'évolution de nos chats de Schrödinger lorsqu'on fait de la tomographie retardée. On commence par préparer le chat et puis on attend. J'ai décrit ça en détail la semaine dernière. Vous voyez qu'au bout d'une dizaine de millisecondes, notre chat est devenu un mélange incohérent des deux états quantiques. Voilà des signaux analogues, c'est peut-être pas très joli ici, mais obtenus par le groupe de John Martinis. Il part d'un chat à 0 nanosecondes. L'échelle de temps est en nanosecondes. Vous voyez qu'au bout d'un temps de l'ordre de 400 à 500 nanosecondes, la décohérence s'est produite. Mais à nouveau, ils voient très bien comment le système évolue. Et vous voyez que si vous poursuivez sur un temps très long, vous voyez quelque chose de joli. Vous voyez qu'au départ, la décohérence affecte essentiellement la cohérence quantique, alors que les deux états restent séparés d'une distance à peu près égale, mais cette distance diminue. Et si vous attendez très longtemps, vous vous retrouvez dans le vide. Donc il y a vraiment deux constantes de temps. La constante de temps avec laquelle la cohérence quantique disparaît et la constante de temps avec laquelle l'énergie disparaît dans le système. Mais à nouveau, vous voyez les trois ordres de grandeur. Ici, vous avez essentiellement la microseconde, alors que là, c'est la milliseconde qui est la constante de temps importante. Donc je vais terminer là et je voudrais conclure par quelques remarques en comparant l'électrodynamique quantique atomique avec celle de l'électrodynamique des circuits. Et je voudrais dire que ce sont deux méthodes complémentaires. L'électrodynamique quantique en physique atomique, elle est très simple parce que le hamiltonien qu'on étudie, le système est bien connu à partir des premiers principes. On n'a pas un système qui est finalement physiquement plus compliqué. L'hamiltonien et la forme du potentiel sont parfaitement connus. Ce sont des systèmes très simples, donc qui permettent de faire des tests fondamentaux de physique quantique. Un autre avantage qu'ils ont, c'est que les durées de vie sont très longues, et ça, c'est parfaitement adapté à des expériences de feedback quantique. Il faut que l'ordinateur ait le temps de mesurer l'état du système et de réagir avant que le système ne soit amorti, et ceci demande des constantes de temps de l'ordre de microsecondes, et ça sera très difficile à réaliser avec des nanosecondes. En électrodynamique des circuits, par contre, l'avantage, c'est évidemment l'inverse de ce que je viens de vous dire. Le couplage est ultra fort. C'est-à-dire qu'il y a des effets, le couplage est tellement fort que les temps d'interaction sont très courts. Donc on peut faire un grand nombre d'opérations en un temps très court, et ça, c'est favorable à l'acquisition rapide de données. Les chats que je vous ai montrés, ils sont acquis en quelques minutes en électrodynamique des circuits, et il nous faut plusieurs heures, voire plusieurs dizaines d'heures en physique atomique. Donc, acquisition de données plus rapide. Également, il ne faut pas se cacher que le fait que les qubits sont permanents, qu'ils ont été placés dans le circuit à des endroits bien définis et qui ne bougent pas à l'aide de techniques bien connues de lithographie, donne au système une robustesse et une taille beaucoup plus compacte, et donc c'est certainement beaucoup mieux adapté à des expériences d'information quantique. Alors, où est-ce que va cette physique ? Je voudrais simplement dire que dans notre cas, pour l'électrodynamique quantique en cavité, on voudrait, l'étape ultérieure, ça serait de permettre aux deux systèmes d'interagir pendant des temps beaucoup plus longs. Actuellement, l'interaction dure quelques dizaines de microsecondes. On voudrait avoir un atome et le champ qui interagissent pendant quelques millisecondes, ce qui augmenterait considérablement la résolution de la façon dont on peut faire le spectre de notre atome habillé, et ça nous permettrait de faire des expériences qui sont intéressantes et impossibles actuellement. Par exemple, exploiter les différentes facettes de l'effet Zénon quantique pour manipuler des champs quantiques de façon différente, stabiliser des états non classiques du champ par feedback ou par méthode de réservoir engineering, et également effectuer des expériences à deux cavités. Alors je ne sais pas trop, je suis mal placé pour parler des perspectives de l'électrodynamique des circuits, mais ce qui me paraît évident,
c'est que les temps de relaxation et les durées de vie des qubits et des résonateurs ont augmenté dans des proportions considérables au cours des 5 ou 6 dernières années, gagnant 4 ou 5 ordres de grandeur. Et il est évident qu'ils vont continuer dans cette direction. Ils vont chercher à isoler les qubits et obtenir des cavités de plus grande surtension. Il va falloir trouver aussi un moyen d'être capable d'accorder ce qubit suspendu dans cette cavité à 3 dimensions. Pour l'instant, ce qubit est très loin de résonance et il est difficile de le rapprocher de résonance et de faire des expériences résonantes dans ce cas-là. Mais je pense que c'est une question technique qui va pouvoir être résolue. Et l'idée aussi est de chercher donc, des architectures qui permettent de coupler un nombre de plus en plus grand de ces qubits entre eux, démontrer des algorithmes quantiques complexes, des codes correcteurs d'erreurs. Et donc, je sais que le groupe de John Martinis et le groupe de Yale en particulier, les gens de Saclay, en France, s'intéressent beaucoup à ce système pour essayer d'aller de plus en plus loin dans la voie de l'information quantique. Mais je voudrais donc conclure le cours de cette année en essayant de vous laisser l'impression que ces différents types d'expériences, aussi bien les expériences de physique atomique sur les cavités, que les expériences d'ions piégés, que les expériences d'électrodynamique des circuits, utilisent les mêmes concepts. Et je trouve que c'est un des aspects très positifs de cette physique, le fait que récemment la physique atomique s'est rapprochée de la physique de la matière condensée dans des conditions qui étaient absolument inattendues dans les années passées. C'est vrai dans le cadre de l'information quantique, mais c'est également vrai dans le cadre de la physique des atomes froids, qui réalise des modèles de systèmes de physique de la matière condensée en contrôlant beaucoup mieux et indépendamment les différents paramètres. Donc c'est cette physique-là qui se développe maintenant de façon très dynamique dans le monde, pour laquelle je voudrais faire un peu de publicité. Et je voudrais vous dire d'ailleurs que donc je vais vous parler de ce qui va se passer maintenant. Donc mon cours est fini, mais il y a un séminaire qui va avoir lieu tout de suite. Sébastien Bise va nous parler des récents progrès des horloges. Alors, je vous rappelle qu'on a eu plusieurs séminaires qui étaient dédiés aux horloges dans le cours de cette année. Christophe Salomon a commencé le premier séminaire à parler d'horloge atomique. On a eu le séminaire de David Wineland. On a eu le séminaire de Ted Henge qui nous a parlé des peines de fréquence, qui sont des éléments essentiels pour le fonctionnement de ces horloges, comme on va le voir encore dans un moment. Et donc l'aspect mesure du temps a été important, en particulier pour les séminaires. Et comme je parlais également des rapprochements entre la physique atomique et d'autres types de physique, en particulier la physique de la matière condensée, je vous signale que jeudi, donc après-demain, à 18h, aura lieu la leçon inaugurale de Jean Dalibard, donc sa chaire qui s'appelle Atomes et rayonnement. Et les expériences qu'il va décrire dans sa chaire vont décrire des expériences de contrôle d'atomes à très basse température qui permettent de réaliser précisément ce type de système qui modélise les situations que l'on rencontre habituellement dans d'autres systèmes, en physique de la matière condensée en particulier. Et donc je vous engage à venir assister à cette leçon inaugurale et au cours qu'il donnera ensuite au mois de mai. Donc à partir, je pense qu'il commence ses cours le 17 mai. Bon, puis je vous remercie de votre attention et je reprendrai mes cours l'année prochaine.